Les 3 projets de loi relatifs aux élections ont été validés par les sénateurs sans amendement aujourd'hui, une suite prévisible. Ces textes vont ensuite être retournés à l'Assemblée nationale avant d'être renvoyés au niveau du gouvernement. Un quotidien a publié ce jour le nom de 2 personnes impliquées dans la disparition des 12 milliardariats dans la résidence du Premier ministre. D'une part, Carlos, un employé de cette résidence, et d'autre part Bernard, un informateur de la police nationale. 2 personnes aujourd'hui ayant disparu d'après les informations publiées par ce quotidien. Des informations que le chef du gouvernement a démenties, déclarant que ce vol n'a pas pu avoir lieu puisqu'il n'a jamais eu une telle somme d'argent en sa possession. L'opinion publique se demande actuellement ce qu'il en est réellement. Enquête et contre-enquête en Syrie, à qui imputer le drame de Douma? L'attaque présumée chimique de samedi a fait au moins 40 morts. Américains et Français préparent la riposte. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Cool TV. Ce soir, nous ouvrons l'édition de ce journal avec l'actualité politique. Les 3 projets de loi relatifs aux élections ont été validés par les sénateurs sans amendement ce jour, une suite prévisible. Ces textes vont ensuite être retournés à l'Assemblée nationale avant d'être renvoyés au niveau du gouvernement. Les détails dans ce reportage de Indra Arson. Comme prévu, les 3 projets de loi relatifs aux élections qui ont été adoptés à l'Assemblée nationale le 3 avril dernier ont été validés au niveau du Sénat sans aucune rectification préalable aujourd'hui. D'après l'ordre du jour fixé par les membres de la Chambre basse cet après-midi, le jeudi 12 avril, le vendredi 13 avril et le lundi 16 avril prochain, une deuxième lecture des projets de loi provenant du Sénat est prévue. Jusqu'ici, ces textes de loi relatifs aux élections sont passés comme une lettre à la poste au niveau des parlementaires, puisque c'est à peine si les modifications faites au cours des travaux de commission au palais de Timbazaz ont été considérées. La population, quant à elle, attend fortement les résultats de l'examen de ces textes au niveau de la Haute Cour constitutionnelle, suite à la plainte déposée par 73 députés face aux transgressions de procédure constatées à l'Assemblée nationale lors de l'adoption de ces projets de loi organiques. Toujours dans l'actualité politique, l'Observatoire de la vie publique, ou CEFAFI, s'interroge si, après un hold-up législatif, le régime actuel compte faire un hold-up électoral. Une question qu'il a posée par le biais d'un communiqué publié le 7 avril dernier. Les détails dans ce reportage de Indra Arson. Nombre d'élections tenues à travers le monde ces derniers temps n'offraient pas de véritable choix aux citoyens concernés et leurs résultats étaient largement connus à l'avance. Ce fut le cas à Djibouti, en Chine, en Égypte et en Russie, pour ne citer que les plus médiatisés. Dans ces pays, ceux qui détiennent le pouvoir se font réélire par tous les moyens possibles, candidature unique, exclusion des adversaires potentiels, bouclage des médias publics, muselage de la société civile qualifiée de dissidente, procès truqués contre les adversaires, manipulation de l'encadrement juridique et mainmise sur l'appareil électoral. L'Observatoire de la vie publique a déclaré que le régime veut une élection sous forme pour pouvoir déclarer ensuite que le président a été élu. Une certaine attention accordée au taux de participation signale quand même l'importance, même dans les autocraties, de la légitimité électorale, car il est toujours préférable aux yeux du monde de se faire élire, même avec un pourcentage plus que critiquable, plutôt que de prendre le pouvoir par d'autres moyens. Si au cours de ces quelques mois précédant la prochaine élection, nous nous concentrons sur la forme et non sur le fond de cette élection, celui qui sera élu lors de cette élection ne le sera jamais de façon légale, toujours selon le CEFAFI. Sur un tout autre sujet, un quotidien a publié aujourd'hui le nom de 2 personnes impliquées dans la disparition des 12 milliardariats dans la résidence du Premier ministre. D'une part, Carlos, un employé de cette résidence, et d'autre part, Bernard, un informateur de la police nationale. 2 personnes actuellement ayant disparu d'après les informations publiées par ce quotidien.
Des informations que le chef du gouvernement a démenties, déclarant que ce vol n'a pas pu avoir lieu puisqu'il n'a jamais eu une telle somme d'argent en sa possession. L'opinion publique se demande actuellement ce qu'il en est réellement. Dans l'actualité économique, la nouvelle filiale d'Air Madagascar est en attente d'une autorisation de vol. Cette nouvelle filiale fait partie des stratégies de redressement de la compagnie aérienne nationale. C'est également un moyen de multiplier les vols de la compagnie. Les détails en images dans ce reportage de Lily Rabiat. Le redressement de la compagnie aérienne nationale se fait à petits pas. Les étapes du redressement ont dû être ajournées à cause du retard pris pour la signature du partenariat entre Air Madagascar et Air Austral. L'ouverture de la filiale Tsaradi, qui aurait déjà dû être opérationnelle au mois de mars, fait partie de ces étapes de redressement. Actuellement, cette filiale est en phase d'attente d'une autorisation de l'aviation civile de Madagascar. Tsaradi se focalisera sur le réseau interne. Il est clair qu'aujourd'hui, il faut qu'on nous aide, il faut que l'aviation civile aussi de Madagascar nous aide à ce niveau-là pour aller le plus vite possible. Nous ne sommes pas là, comme le disait la direction générale, à recréer une compagnie. C'est juste un glissement, c'est une filiale 100% d'Air Madagascar. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il faut qu'on nous aide aussi pour aller de l'avant. Ça fait partie du business plan, encore une fois. Et moi, je tiens à dire, il faut nous aider à ce niveau-là. On n'est pas là pour créer une nouvelle compagnie, c'est vraiment une filiale de la compagnie de la maison mère Air Madagascar. D'autre part, la qualité de service de cette compagnie reste un problème. Pour l'instant, des appareils appartenant à Air Madagascar sont encore endommagés. Parmi ces appareils endommagés, on retrouve ceux qui devraient servir aux vols internes et internationaux. Outre cela, la filiale Tsaradi devrait être opérationnelle à partir du mois de juin. C'est également à partir du mois de juin qu'une partie de ces appareils endommagés sera de nouveau opérationnelle. Dans l'actualité sociale, l'Union des coopératives de transport urbain a annoncé aujourd'hui que le coût des frais de transport en commun va être augmenté à 700 ariary. Cette hausse s'appliquera dans 15 jours, une décision qui fait suite à l'augmentation du prix du carburant. Henri Florian. Actuellement, le prix de l'essence est monté à 4000 ariary et le prix du gasoil à 3350 ariary. Face à cette hausse et aux problèmes auxquels les transporteurs font face, l'Union des coopératives de transport urbain a tenu une conférence de presse aujourd'hui pour annoncer l'augmentation du coût des frais de transport à 700 ariary, une hausse qui s'appliquera dans 15 jours. Lors d'une assemblée générale des coopératives de transport urbain, il a été décidé que dans les 15 prochains jours, à compter d'aujourd'hui, nous allons augmenter le coût des frais de transport d'Antananarive et de ses environs à 700 ariary. Cette décision est également due aux problèmes auxquels les transporteurs font face. Nous avons déjà publié un coût d'exploitation lors de notre dernière réunion et nous attendons encore la compensation pour cela. Ce groupement de transporteurs réclame également le paiement de 8 mois de compensation qu'il n'a toujours pas perçu jusqu'ici. Nous réclamons également la compensation, un droit acquis que nous n'avons toujours pas perçu pour novembre et décembre 2016 et pour les 6 derniers mois de 2017. Nous aimerions souligner que nous n'avons pas reçu le communiqué émis lors du Conseil des ministres. À la place, nous avons reçu cette lettre aujourd'hui qui nous informe que nous allons recevoir une compensation de 2 mois équivalent au mois de juillet et au mois d'août 2017 afin de pouvoir entamer une négociation. Mais comme nous sommes fortement pénalisés par la situation actuelle, nous avons décidé d'augmenter le coût du frais de transport à 700 ariary. Aucun dialogue n'a encore eu lieu à propos de cette hausse du frais de transport, d'après l'Agence des transports terrestres. Selon la loi, une lettre doit être envoyée à cette agence avant qu'une telle décision puisse être appliquée. Concernant la compensation, le directeur général de l'Agence des transports terrestres a déclaré que les ayants droit devraient pouvoir bénéficier de leur compensation en totalité, mais que c'est un problème au niveau du dossier qui retarde la procédure. Jusqu'ici, le gouvernement n'a pris aucune mesure efficace pour résoudre les problèmes auxquels la population fait face. Et pourtant, face à la hausse progressive prévue pour le prix du carburant, une hausse progressive des frais de transport sera inévitable, toujours d'après les explications de l'Union des coopératives de transport urbain.
Passons maintenant aux nouvelles à l'international. Enquête et contre-enquête en Syrie, à qui imputait le drame de Douma. L'attaque présumée chimique de samedi a fait au moins 40 morts. Américains et Français préparent la riposte. Reportage France 24. Les options sont sur la table. Donald Trump se dit prêt à répondre avec force à la Syrie et à ses alliés après l'attaque chimique présumée. Nous ne pouvons pas laisser faire des atrocités comme celles que nous avons vues. C'est horrible. Nous ne pouvons pas laisser faire. Des images d'enfants et d'adultes suffocants après un bombardement sur Douma il y a 3 jours. Les symptômes indiqueraient l'utilisation d'une arme chimique. Une riposte militaire contre le régime syrien au cœur du Conseil de sécurité où le rôle de la Russie a été clairement pointé du doigt, notamment par la France qui souhaite une riposte ferme si la ligne rouge a été franchie. Les attaques sont donc intervenues soit avec l'accord tacite ou explicite de la Russie, soit malgré elle et en dépit de sa présence militaire. Réponse ultra tendue de la Russie qui a diffusé ces images de ses enquêteurs sur le terrain à Douma. Moscou nie toute utilisation d'armes chimiques et menace la communauté internationale. Nous appelons les Occidentaux à renoncer à la rhétorique guerrière et nous les mettons en garde sur les conséquences graves en cas d'action armée occidentale. Le Conseil de sécurité doit voter une riposte à apporter avec une commission d'enquête pour déterminer s'il y a eu usage d'armes chimiques et par qui, une preuve matérielle toujours difficile à apporter. Dans cette affaire, on a des présomptions plus que des preuves, mais néanmoins, ces faisceaux de présomption accusent clairement le régime de Damas. Il y a 1 an, Donald Trump n'avait pas hésité à bombarder cette base syrienne d'où avaient décollé les avions syriens qui avaient déjà mené une attaque chimique. En France, deuxième journée tendue à Notre-Dame-des-Landes. Les zadistes se sont opposés aux gendarmes venus les déloger. L'opération pourrait se poursuivre toute la semaine. Écoutons ensemble les explications dans ce reportage de France 24. Deuxième jour de face-à-face et deuxième jour de heurts entre zadistes d'un côté et forces de l'ordre de l'autre. À Notre-Dame-des-Landes, les affrontements ont repris dès l'aube, de plus en plus violents. Pluie de gaz lacrymogène pour disperser des zadistes très mobiles qui répliquent. Impossible de dire combien ils sont exactement. Appuyés par un hélicoptère, les gendarmes ont repris les opérations d'expulsion, maison par maison, squat après squat. Les forces de l'ordre filment et communiquent ces images aux médias. Elles affirment que des fusées tirées par des zadistes ont tenté de viser leur hélicoptère. Information difficile à vérifier. Sur cet abri encerclé par les gendarmes, 2 occupants se sont réfugiés sur le toit, bien décidés à rester coûte que coûte. Dans le camp des zadistes, la détermination est affichée. Mais ils ne pourront pas nous empêcher de revenir. Ils ont une famille, des appartements, ils vont rentrer chez eux, ils ne sont pas chez eux. Nous, on est chez nous ici. Au moins 6 zadistes et 6 gendarmes ont été blessés ce matin en marge des opérations d'expulsion. Des évacuations manu militari dénoncées haut et fort par les opposants. Vous êtes monté sur ce toit, vous lui avez pété la gueule, maintenant il est à l'hôpital. Et vous me dites même pas où. Chaque squat, chaque abri évacué est immédiatement détruit par les tractopelles. Selon le ministère de l'Intérieur, il en reste une 20aine à démanteler, après les 13 déjà démolis hier. Et avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Les 3 projets de loi relatifs aux élections ont été validés par les sénateurs sans amendement ce jour. Ces textes vont ensuite être retournés à l'Assemblée nationale avant d'être renvoyés au niveau du gouvernement. Un quotidien a publié aujourd'hui le nom de 2 personnes impliquées dans la disparition des 12 milliards d'ariars dans la résidence du Premier ministre. D'une part, Carlos, un employé de cette résidence, et d'autre part, Bernard, un informateur de la police nationale. Et à l'international, enquête et contre-enquête en Syrie, à qui imputer le drame de Douma. L'attaque présumée chimique de samedi a fait au moins 40 morts. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.